Toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au rôle de l'écosystème digital dans la relance du secteur immobilier post-confinement au Maroc. Je tiens en tout cas tout d'abord à remercier l'ensemble des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent. Je m'appelle Badr Boussekhan, je suis Chief Revenues Officer d'Avito et au nom de toute l'équipe Avito, je vous remercie en tout cas pour votre présence et par avance pour votre attention. Alors, le Covid-19 a littéralement bouleversé l'économie mondiale. De nombreuses mutations ont été observées, de nombreux secteurs ont été impactés de manière extrêmement drastique et le secteur immobilier n'y a pas échappé. L'immobilier, en tant qu'industrie majeure de l'économie marocaine, en tout cas, a fait preuve durant les 5 dernières années d'une importante dynamique de croissance, résultant principalement, en tout cas, de contraintes inhérentes à l'environnement socio-économique marocain, une urbanisation intensive, une pression démographique et des flux migratoires importants, une évolution du pouvoir d'achat et puis une forte volonté aussi des pouvoirs publics de combler le déficit en logement et de mettre en tout cas en œuvre les conditions favorables d'insertion sociale des populations les plus défavorisées. Malheureusement, cette année 2020 était spéciale et puis la pandémie est venue stopper de manière très agressive cette dynamique. Et je pense que l'ensemble des acteurs, en tout cas, s'accordent à dire que l'heure est à la relance. En organisant ce webinaire, en tout cas nous en interne, nous avons voulu, en tant que marketplace généraliste au Maroc et puis en tant qu'acteur leader de l'immobilier aussi digital, on a souhaité faire avec des experts, un état des lieux et chercher à explorer et comprendre avec vous aujourd'hui les différentes mutations que connaît le secteur immobilier. Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses, beaucoup d'insights intéressants. Donc, vous avez devant vous en tout cas le programme de cet après-midi. On va démarrer donc, par des constats généraux des temps forts, en tout cas qu'a connu l'industrie pendant le confinement et puis post-confinement. On enchaînera par la suite donc, sur l'évolution de l'offre et de la demande, qui est une variable clé, en tout cas, quant à la santé de cette industrie. Avant d'enchaîner par la suite sur l'évolution des prix post-confinement, donc ça, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc, comment les prix évoluent? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas? On enchaînera par la suite donc, sur la plus-value et la valeur ajoutée, le positionnement du digital aujourd'hui comme levier de communication et de performance. Et puis, on terminera donc, par le parcours consommateur et les habitudes d'achat des personnes à la recherche d'un bien en 2020. Alors, pour répondre à ces questions, aujourd'hui, avec nous, un panel de prestige que j'ai le plaisir de présenter. Alors, honneur aux dames, messieurs, ne m'en voulez pas. Donc, notre première intervenante est une experte du marketing immobilier. Elle est la responsable marketing aujourd'hui pour le compte d'un des promoteurs immobiliers les plus importants du pays, à savoir Chabil Iskan. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Hind Zeiker. Hind, bienvenue et merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. À mon tour, je te remercie, Badr. Je vous remercie déjà pour l'invitation, tout d'abord, et pour l'initiative que j'applaudis. Et ça nous fait tellement plaisir d'être là avec vous, avec un partenaire de longue date, Avito, et de pouvoir répondre humblement à vos questions. Tout le plaisir est pour nous, Hind. Alors, notre deuxième invité, alors c'est un vétéran de l'industrie, il faut le savoir. Donc, avec plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la construction, il est aujourd'hui président de l'association des promoteurs immobiliers et lotisseurs de Kenitra et éminent membre de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Monsieur Abdelghani Yassa, merci pour votre présence aujourd'hui. Marhaba bik. Merci, c'est Badr. Bienvenue à tout le monde. Merci, c'est Mehdi, mademoiselle Hind, c'est Amin Marnissi. Merci. Bienvenue. Très, très heureux d'être parmi vous. Je tiens à vous rappeler tout d'abord que votre présentation, j'ai bien noté que le secteur de l'immobilier, vous avez dit, M. Badr, qui n'a pas échappé. Je tiens à vous rappeler que pour la première fois, on a vécu quelque chose qu'on entendait et que c'était théoriquement, on l'a vécu sur terrain.
Si l'immobilier va, tout va. On est lié, c'est une chaîne qui tire avec elle plus de 90 intervenants. On l'a senti, on l'a vécu, on a même pleuré pour ça. C'est affreux, c'est turbulent, c'est incroyable, mais on l'a vécu. Et on s'en sort avec fierté. Bah, Merci. merci à vous aussi à ça. Et de toute façon, effectivement le secteur immobilier, en tout cas un des secteurs qui génère le plus d'activités directes et indirectes et qui emploie énormément de personnes dans le pays. Mais C'est ça, 1 200 000. exactement, on prendra le temps de s'attarder sur ce volet-là. Alors, notre troisième invité est un amoureux du digital. Il travaille aujourd'hui également pour le compte d'un des promoteurs les plus dynamiques de la place. Précédemment responsable du marketing digital chez HSBC France, il est aujourd'hui responsable communication et marketing du groupe Badr Lili Iskan. Monsieur Amin Seheil, bienvenue à toi et merci pour ta présence. Merci, Sibadr, merci, ça fait plaisir et je vous remercie énormément pour cette invitation. C'est la première fois que je participe avec vous et vu les personnes avec qui je suis là actuellement, c'est un honneur pour moi de participer avec des ténors de l'immobilier marocain. Merci encore une fois. Et je remercie surtout notre star, Simedi. Voilà, on va s'attarder sur lui aussi, t'inquiète pas. Alors, notre quatrième panéliste aujourd'hui est un journaliste de renom et spécialiste du secteur immobilier. Il est aujourd'hui, en tout cas, il est l'auteur et l'éditeur du guide immobilier annuel Response Immo. Précédemment directeur du pôle conférence du groupe SMAP, il est désormais modérateur et animateur de conférences pour des entités à la fois au Maroc et ainsi qu'à l'étranger. Si Amin Mernissi, bonjour et merci pour ta présence aujourd'hui. Bonjour, merci, très honoré de faire partie de ce panel. Je salue tous les intervenants et également tous les participants qui nous suivent. Merci beaucoup. Et puis notre dernier intervenant, c'est également un expert de l'industrie immobilière. Il faut savoir que ce n'était pas une histoire écrite d'avance, puisqu'il a démarré et puis passé une bonne partie de sa carrière dans le secteur bancaire. Nous sommes en tout cas très heureux de le compter parmi nous et de l'avoir parmi nous aujourd'hui au sein d'Avito, en tant que responsable des grands comptes immobiliers. Mehdi Edlouni, bonjour et merci pour ta présence. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes d'être présents. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir autour de la table sur un sujet aussi important. On a longtemps débattu de ce sujet en off et aujourd'hui, c'est une occasion imparable, en tout cas, de pouvoir en discuter, en débattre tous ensemble. Merci Badr pour tes efforts et bon démarrage. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à rappeler à notre audience que vous pouvez poser vos questions en cliquant donc, sur le petit module que vous devez avoir en bas de votre écran, questions-réponses. On va tâcher d'y répondre, en tout cas tout au long du débat. Et puis également, s'il nous reste un petit peu de temps, de s'attarder dessus durant la session de questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet et surtout dans la première partie de ce débat, donc sur les constats généraux donc, qui ont été observés durant le confinement et le post-confinement et quel est l'impact, en tout cas principal, qui a été constaté durant cette année exceptionnelle. Je laisse la parole à Si Abdelghani, donc qui va démarrer. On vous écoute. Marhaban, c'est Badr. Que dirais-je pour le constat? Avant le Covid, on vivait déjà mal dans l'immobilier. Alors, une fois le confinement, on a vécu un cauchemar la première semaine, surtout la première semaine. Alors, je vais vous parler des autorisations, je vais vous parler des petites réunions, des téléphones, des WhatsApp. Mais notre première réunion visioconférence nous a
soulager de tous les systèmes pour pouvoir avancer. Très franchement, on a été paniqué. Les chantiers ont fermé à hauteur de 90% sur Kinitra et région, là où j'opère. 90%, toute la machine a arrêté. En plus, on n'avait plus de marchandises. Il n'y avait plus de marchandises. Le transport, les ouvriers ne rejoignaient pas les chantiers. C'était une panique, une turbulence du jamais vu. Mais il fallait trouver des solutions. Pendant le confinement, dans votre coin ou dans votre bureau, il fallait penser, il fallait trouver des solutions. Pour cela, on s'est invités tous au niveau de la FNPI. On s'est réunis l'ensemble des présidents d'associations, des promoteurs immobiliers dans tout le Maroc, Tanger, Oujda, Jedida, Casablanca, Marrakech et tout. On s'est réunis en visioconférence pour la première fois. Je dis bien pour la première fois en visioconférence. Alors, échanger, partager, trouver des solutions. Pour cela, on a eu recours au ministère du tutelle. On a fait appel à Mme Bouchard-Miza, qui a été très positive et elle l'est toujours. Des réunions jusqu'à minuit, des réunions qui commençaient de 9h et s'arrêtent à minuit 30. Mais c'était très positif. Du courage, il faut continuer à travailler. Confiné, d'accord, mais il faut travailler. La première des choses, c'est tout d'abord, on avait pensé à garder les emplois de nos secrétaires au bureau, même qu'ils étaient confinés chez eux, on les gardait à distance. Il fallait garder les emplois par tous les moyens. Et c'est ce qui est arrivé pour l'ensemble des promoteurs immobiliers au Maroc et au niveau de la FNPI et de notre association, l'association des promoteurs et lotisseurs de Kinitra. Alors, par la suite, il fallait penser à redémarrer les chantiers. Donc, on a eu recours aux autorités locales. C'est tout à fait normal. On a fait des contacts avec les présidents du commune, monsieur le gouverneur, le secrétaire général. Après, bien sûr, on avait pensé au truc le plus populaire de notre vie. C'est tout d'abord la solidarité. La solidarité avec tous les Marocains. Je vous rappelle que les promoteurs immobiliers du Maroc, encadrés par l'IPMP, ont participé au fonds Covid qu'a lancé Sa Majesté le Roi, que Dieu le bénisse, à plus de 8 milliards. Ce n'est pas une somme qui a échappé à la médiatisation, mais ce n'était pas ça qui compte. Ce qui comptait, c'est que les promoteurs immobiliers n'ont pas cessé d'être solidaires avec l'ensemble de leurs ouvriers, avec l'ensemble de la population, à travers les paniers, à travers pas mal de choses. Il fallait continuer à vivre. Pour cela, on a tracé une feuille de route. On a dit qu'il faut redémarrer les chantiers. Pour redémarrer les chantiers, il faut revenir sur terrain, tout en prenant toutes les mesures de sécurité sanitaire. Suite à l'élaboration d'un guide par le ministère du tutelle, on a pris le combat et on a réouvert les chantiers. C'était énormément un effort qui a été applaudi par l'ensemble des participants. Je dis bien que jusqu'à nos jours, nous vivons un cauchemar. Un cauchemar que tout le monde a fermé les portes. Les architectes, les bureaux d'études et surtout les notaires. On avait de la provision chez les notaires. Ils ont fermé les portes pendant plus de 45 jours jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur ait intervenu auprès de l'ordre des notaires et ils ont réouvert. Mais ils ne nous répondaient plus, même au téléphone. Alors qu'on avait des actes, il y avait beaucoup d'annulations, il y avait beaucoup de rééchelonnement de paiement. Alors, ce qui a causé une insuffisance de provision chez les promoteurs immobiliers qui ont des engagements lourds pour les institutions financières. Donc, c'était très lourd à gérer. Mais la volonté de réussir et la volonté de continuer à vivre ne nous a jamais laissé nous dormir. Il fallait nous battre. Il fallait au contraire remonter
remonter le moral. Et c'est pour cela que la digitalisation ou la dématérialisation de tout le système doit avoir lieu et doit être accélérée. Le Covid a participé à l'accélération de la dématérialisation. Et on avait tout le temps dit que la dématérialisation ferait l'affaire, surtout sur les octrois des autorisations ou des permis d'habiter. Et pour cela, le ministère du tutelle, suivi des agences urbaines, ont bien suivi, et même des autorités locaux. La dématérialisation du système et de l'octroi d'autorisation nous a sauvé juste un petit peu la peau pour pouvoir redémarrer des chantiers nouveaux. Et on a démarré, malgré qu'il y a des promoteurs immobiliers de la crise du consommateur qui n'est plus là. Le consommateur a été paniqué. On paniquait rien que pour les contrats ou pour les compromis de vente qu'on avait ou pour les contrats de réservation qu'on avait avec les acquéreurs. Il fallait conclure ces ventes, mais ce n'était pas possible. On doit difficile. Avec beaucoup de mesures de sécurité, on essaye de la médiatisation, de pouvoir sauver le secteur pour qu'il ne tombe pas en grande crise, surtout que le secteur de l'immobilier, comme vous le savez très très bien, c'est une participation de 14% du PIB du Maroc. C'est une participation de l'offre d'emploi qui dépasse les 1,2 million. Donc, il attire avec lui plus de 90 intervenants. Donc, il pourrait s'arrêter. Pour cela, je pense que je vous applaudis tout d'abord pour ce webinaire. Pourquoi? Parce que digitaliser les ventes ou passer au virtuel, c'est une des très bonnes manières de booster le secteur. Non seulement que le consommateur marocain a besoin d'être toujours là, près de son produit qu'il va acheter. Seulement, il y a entre parenthèses, je tiens, avant de booster le secteur digitalement, il faut bien être là et vérifier l'information. Je vous remercie. Je reste à vos questions. Je vous remercie pour une première intervention. Merci beaucoup, Si Abdelghani. Alors, votre message est très clair. C'était une phase, en tout cas, ou une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile, où l'ensemble des acteurs se sont serrés les coudes et ont travaillé de manière collégiale, en tout cas, pour tenter de renverser la situation et d'entamer une dynamique, en tout cas, de relance. Alors, je donne la parole d'Abbassi Amin Mernissi, donc pour la même question. Toi, Amin, qui est justement expert de l'industrie, comment, en tant que journaliste et homme de métier, as-tu pu voir l'évolution des différentes composantes du secteur immobilier durant cette année exceptionnelle? Merci Badr pour cette question. Je remercie également Si Abdelghani pour son intervention très complète et qui sort des tripes. Et on peut le comprendre. Merci. Alors, moi, ma vision des choses, c'est que lorsqu'à la mi-mars, la nouvelle du confinement est tombée, c'est une situation inédite qui a surpris tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est la surpris la planète, parce que après, plusieurs pays ont commencé à se confiner. Donc, personne n'était préparé à une telle situation, et je dirais à une situation d'une violence aussi rare. Alors, il y a eu le moment de la stupeur à partir on va dire, mi-février, mi-mars, donc vers le 18-20 mars. C'était la stupeur. Les gens, tout le monde, les opérateurs, les Marocains, les citoyens étaient tétanisés. Et je dirais que l'être humain s'adapte.
Donc au début, il y a eu la stupeur, tout le monde n'était obnubilé que par cette pandémie, qu'est-ce que c'est? Et donc tous les secteurs d'activité, à part, je dirais, ce qui est primordial, c'est-à-dire l'alimentaire, tout le reste était en stand-by parce que tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui va advenir de nous demain? Donc on était dans cette situation à la mi-mars. Petit à petit, parce que l'être humain s'adapte, donc, et face à l'adversité, que ce soit le citoyen lambda ou les opérateurs immobiliers, ils ont commencé à s'adapter et petit à petit laisser place à de l'action. Et ce qu'il faut souligner, c'est que, comme l'a bien dit Siassa, les showrooms étaient fermés, les opérateurs, les bureaux étaient fermés, les chantiers étaient quasiment à l'arrêt, 90-95% des chantiers de l'immobilier étaient à l'arrêt, tous les ouvriers étaient partis dans leur ville ou leur village, et donc tout était à l'arrêt. Et ce qui a permis de maintenir, on va dire, ce malade qui était en réanimation, lui maintenir de l'oxygène, c'était un outil qui existait déjà, mais que certains le voyaient un petit peu comme ça, comme quelque chose qui était superflu ou pas encore, ou on peut s'en passer. Eh bien, c'est l'outil digital. Il n'y avait plus que ça pour maintenir l'oxygène à ce grand malade qui était le secteur de l'immobilier. Et heureusement qu'il y avait cet oxygène parce que finalement, on a pu réanimer doucement ce malade. Et donc, à partir, je dirais, on va dire vers le 15-20 avril, on l'a constaté même au niveau de l'administration marocaine. Il y a eu on a fait des pas de géant en l'espace de 2 mois. Le nombre de choses qui ont été dématérialisées, on a fait une véritable accélération digitale à l'échelle nationale. On va dire qu'on n'avait pas le choix, donc c'était ou ça ou l'ensemble économique. De la même façon, a lui aussi s'est agrippé à cet outil digital pour maintenir, pour revenir et remaintenir le lien avec les prospects, les clients. Et comme je disais tout à l'heure, passer le temps de la stupeur, était venu le temps de l'espoir. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'outil digital et aux plateformes immobilières, on a pu constater que, passé ce mois de stupeur, eh bien, la demande revenait. Pas de façon, je dirais, pour conclure, parce que de toute façon, ça n'aurait pas été possible. Les notaires étaient fermés, c'était impossible de rencontrer, d'aller visiter un bien. Mais disons que ça a permis déjà de voir ce qu'il y avait sur le marché. Les promoteurs qui avaient une offre, eh bien, ils ont reçu des visites sur leur site web. Les gens ont commencé à manifester de l'intérêt, à remanifester de l'intérêt, si je puis dire. Et ça a été extrêmement important parce que c'était une période qui allait préparer le déconfinement. Alors, mars, avril, mai, début juin, le déconfinement. Pendant le mois d'avril, mai, jusqu'à début juin, l'outil digital a fonctionné à plein régime. Tous ceux qui avaient des sites web, tous ceux qui avaient des annonces immobilières, tous ceux qui avaient une offre, eh bien, ils l'ont mise en avant et ils ont commencé à entretenir des contacts avec leurs prospects, leurs futurs clients. Ils ont commencé à répondre aux acquéreurs qui avaient acheté et qui étaient en droit de se poser des questions sur la pérennité d'un projet, par exemple, sur même la pérennité d'un promoteur, parce que la crise était tellement violente que les gens se demandaient si, eh bien, c'est seulement le projet qui allait s'arrêter, mais c'était tout le promoteur qui allait fermer boutique. Donc, si vous voulez, l'outil digital, le téléphone, etc., donc tout ce qui est en fait lien à distance a permis de mettre l'oxygène à l'immobilier et de le maintenir, on va dire, sous perfusion. Bien, maintenant, il y a des chiffres. Les chiffres, on les connaît, ce sont les chiffres de Banque du Maghreb et de l'Agence nationale de la conservation foncière qui reflètent quand même la réalité. Quand tout est fermé, on ne peut pas faire de vente, le notaire n'est pas là, etc. Ça reste un frein.
Donc, c'est vrai que les ventes ont régressé de 30% au premier trimestre. Au deuxième trimestre, ils ont régressé de moins 57%. Donc, ça s'est amplifié. Reste le troisième trimestre. Le troisième trimestre, c'est après le confinement jusqu'à octobre. Et là, on peut dire qu'il y a eu des choses nouvelles. Les promoteurs ont réouvert après le confinement. Beaucoup sont venus avec une offre nouvelle. Ils se sont adaptés à une nouvelle demande qui a été exprimée pendant cette période. Ils ont rivalisé, je dirais, d'ingéniosité en termes de prix, de produits, de financement. Tout fait pour faire revenir cette demande complète. Alors, le troisième trimestre dont je parlais, dont les chiffres vont tellement montrer une remontée, parce que d'abord, il y a eu la loi de finances rectificative qui a apporté des mesures, on va dire, pour bien d'habitation à concurrence de 2,5 millions de dirhams et moins, la suppression des droits d'enregistrement pour les logements économiques et à faible valeur immobilière, donc 250 000 et 50 000. Autre élément, la fin du référentiel des prix de l'immobilier qui va un peu libérer le marché et refléter plus la physionomie du marché et l'offre et la demande. Donc, tous ces éléments-là, on va pouvoir véritablement les apprécier avec les chiffres du troisième trimestre qui vont être annoncés cette semaine, je pense le 13 novembre, donc dans 2 jours, par la Banque Maghreb. Ajoutez à cela, lorsqu'aujourd'hui vous discutez avec les promoteurs, ils vous disent qu'il y a une amélioration. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire. Hein. Quand on a fait moins 30, moins 57, on ne pouvait que remonter. Il y a eu une remontée, certes, mais comme l'a dit CSA, je veux dire, aujourd'hui, l'activité reste quand même tributaire d'une réalité qui est la crise sanitaire. On n'est pas dans le post-Covid, comme je le vois un peu partout. On peut parler de post-confinement, et peut-être même qu'on est en pré-confinement, parce qu'on ne sait pas si demain il va y avoir aussi un confinement. Mais en tout cas, cette épée de Damoclès, le risque, il est toujours là. Donc, on va dire que quand il y a risque sanitaire et que les individus craignent pour leur vie, il n'est pas simple, il n'est pas facile de se projeter dans l'avenir, sachant qu'investir dans l'immobilier, c'est un investissement sur une longue durée. Et quand on vous demande de vous engager, que ce soit avec une banque sur 10 ans, 15 ans, il faut quand même un minimum de sérénité pour pouvoir franchir ce pas-là. Donc aujourd'hui, la demande, elle est là. Les gens ont besoin d'acheter. Elle est toujours là, malgré les vicissitudes, malgré l'adversité, malgré le risque. Reste que les gens sont quand même touchés par cette crise qui les a touchés dans leur situation économique. Certains ont perdu leur travail, d'autres ont vu leurs revenus baisser. Tout ça, ça a eu un impact direct sur leurs finances. Et donc, bien entendu, tout ça, c'est à mettre en exergue et en perspective avec une volonté d'investir. C'est pour cela que je dirais que les promoteurs ont été très réactifs parce que quand en juin, les showrooms ont réouvert, eh bien, ils ont fait beaucoup d'efforts pour proposer des prix parce que tout le monde les attend. Tout le monde attend les promoteurs au coin. Est-ce qu'ils vont baisser beaucoup? Est-ce qu'ils vont baisser de 20%? Est-ce qu'ils vont baisser de 30%? Bon, on est un peu dans le fantasme. Comme je le dis toujours, si demain, des promoteurs baissent de 30%, c'est très mauvais signe. On ne peut pas baisser de 30%. On ne vend pas des cacahuètes. Si c'est 30%, ça veut dire que c'est une crise très grave qui se profile. C'est une crise financière qui se profile. Qu'on me dise 5%, 10%, je veux bien voir 15%, mais au-delà, c'est un danger pour tout l'écosystème. Voilà. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc c'est une petite parenthèse. Merci en tout cas, si Mernissi, en tout cas
Parce que C'est la passion qui parle, là, c'est la passion. Je sais, ça, et ça se sent, et c'est pour ça que c'était très difficile, en tout cas, de jouer le rôle de timekeeper devant tant de passion. Mais en tout cas, merci en tout cas pour avoir planté le décor et pour avoir mis en tout cas une base empirique au débat. Donc clairement, ce qui ressort, donc c'est un contexte extrêmement difficile. Des régressions extrêmement importantes de moins 30, de moins 57% sur les ventes. Un espoir, en tout cas une relance qui se dessine, notamment grâce aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment sur la loi de finances rectificative, les suppressions de droits d'enregistrement, etc. Maintenant, je pense que aussi il y a une notion qui a été abordée par Yessa et puis si Mernissi, c'est la notion d'incertitude aujourd'hui dans laquelle on est. On n'est plus dans la planification, on n'est plus sur le long terme, que ce soit en tant que professionnel de l'immobilier, mais aussi du côté du consommateur. Et donc, ce qui me permet en tout cas d'assurer la transition vers le prochain point, qui est l'évolution de l'offre et de la demande. Donc, avec des questions et des interrogations clés, bon, typiquement comment la demande a évolué, comment l'offre aussi a évolué, comment elle s'est digitalisée. Et donc, pour répondre à ces questions, je vais donner la parole à Hind pour aborder ce sujet. Hind, c'est à toi. Donc, par rapport à la question de comment a évolué la demande marché, donc c'est clair, nous sommes face à une situation inédite et improbable, donc, à laquelle on ne s'attendait pas. Et il fallait rapidement aussi s'adapter. Donc, c'est clair que pendant la première période de confinement, nous avons tous remarqué une baisse, mais une baisse vraiment brutale de l'activité immobilière. Et je pense que c'est le cas chez l'ensemble des acteurs du métier. Donc, moins de flux, moins de visites au niveau des bureaux de vente. Donc, déjà pour rappeler que chez Liscan, pendant la période de confinement, l'activité à 90% était arrêtée. Déjà, les chantiers étaient à l'arrêt. Et pour la partie commerciale, nous avons quand même maintenu une certaine permanence au niveau des agences commerciales sur certaines villes pour maintenir quand même et entretenir la relation client. Mais le digital, bien sûr, était le seul moyen et le seul canal qu'on avait pendant cette période de confinement pour maintenir l'échange et l'interactivité avec les prospects et les clients. Donc, bien sûr, nous avons misé sur la partie expérience client, la digitalisation du service commercial et surtout sur tout ce qui est site web, sur les visites, sur des visites virtuelles, sur les réseaux sociaux pour, comme je l'ai dit, pour maintenir la relation avec les clients, qu'il n'y ait pas de coupure. Donc, après la période on va dire la période de confinement, c'était le post-confinement vers le mois de juin. Donc, il fallait recommuniquer recommuniquer, mais d'une manière, on va dire, différente. C'est-à-dire, on n'était plus sur la même politique de communication. Donc, nous avons revu notre plan de communication et l'approche, elle était différente. Donc, elle était différente. Nous avons, bien sûr, nous sommes sortis avec de nouveaux messages pour redynamiser l'activité, avec de nouvelles offres promotionnelles et donc avec de nouvelles pistes créatives. Donc là, c'était un petit peu en réponse à comment les promoteurs se sont adaptés pour initier la relance. Donc, bon, déjà sur la partie prix, comme a rappelé si Amine, sur la partie prix, la vérité pour le cas de chez Liscan, nous n'avons pas baissé nos prix. Donc, on n'a pas touché au prix
redynamiser l'activité parce que nos prix sont bien étudiés, ils étaient bien étudiés et notre politique est bien maîtrisée, qui fait que les prix d'Iana sont très compétitifs. Donc, on n'avait pas ce besoin-là de changer, de modifier les prix, mais par contre, peut-être mettre plus en avant et travailler sur d'autres services, sur le service après-vente, sur d'autres prestations, sur d'autres prestations qu'on offre sur nos projets immobiliers. Tels que, parce que, comme on dit, plutôt comme on a constaté, c'est que pendant le confinement, le comportement du consommateur, il a changé. Donc, les besoins, ils ont aussi changé. Donc, il fallait qu'on s'adapte aussi à cette nouvelle demande. Les gens ont besoin d'un espace de vie plus complet, des espaces de vie plus généreux, plus d'espaces verts. Donc, les nouveaux projets de Chabili Iskan et nos nouvelles propositions sont sur des projets avec des espaces plus généreux, avec des espaces de vie très bien agencés, offrant des espaces verts plus aérés. Donc, sinon, pour le digital dans la relance du marché, le digital, c'est le canal le plus important. Je pense qu'il a petit à petit pris place depuis des années. Donc, il est en train de prendre le dessus sur pas mal de supports offline. Toutes les sociétés, entreprises immobilières en sont conscientes et le budget digital est aujourd'hui plus important que d'autres médias. Et bien sûr, comme on a dit, la digitalisation du service client est cruciale en cette période. Donc, bien sûr, on ne peut pas s'en passer de ce média, de ce canal. Il permet, de toute façon, il permet, et on n'a pas besoin de le prouver, il permet une communication instantanée avec les prospects, avec l'audience. Il est mesurable, donc facilement mesurable. On peut rapidement mesurer le retour sur investissement. On peut mesurer l'impact aussi. Donc, c'est le moyen, on va dire, le canal le plus mesurable entre les autres médias, entre les autres canaux. Le digital aussi, qui fait qu'il est un média incontournable, parce que aussi, comme on a dit, cette interactivité qu'on ne retrouve pas dans les autres canaux. Donc là, on est en contact direct avec l'audience. On a, à part le contact aussi direct et donc cette interactivité en instant T, il y a aussi le fait qu'on peut toucher un maximum de cibles. C'est-à-dire qu'au moindre coût, on peut toucher un maximum de personnes. Donc, de plus, on va rappeler que pendant cette crise sanitaire, et les gens qui sont en panique, donc ils ont tendance de moins en moins de se déplacer vers les points de vente. Le fait qu'ils ne se déplacent pas vers les points de vente limite, pour les promoteurs immobiliers, limite les points de contact avec cette clientèle. Donc le seul point de contact qui est disponible et plus sécurisé, et le plus sécurisé est le digital. Donc, ça reste le point d'entrée numéro 1 pour toucher notre clientèle. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire pendant cette pandémie et même après. Je pense que de toute façon, le comportement, il est en train de changer, du consommateur est en train de changer et en train d'évoluer, qui fera que le digital sera toujours, je pense qu'il sera toujours le numéro 1 dans la recherche d'un bien immobilier chez le consommateur, chez le client. Donc, il faut certainement être présent, il faut être outillé pour. Donc, voilà, je pense que
Ça, c'est les points généraux par rapport à la relance Super. du marché et par rapport au digital. Merci beaucoup, Hind. Très riche en informations. Amine, Monsieur Amine Seheil, alors pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, as-tu eu le même retour d'expérience chez Badr Lediz? Ben, écoutez, effectivement, justement, dans la continuité de, de ce qu'elle vient de nous dire, Madame Hind, euh, début mars, quand il y a eu l'arrivée du Covid au Maroc, tout le secteur immobilier il a été un petit peu dans le flou. Personne n'était préparé, personne n'était outillé pour gérer une telle pandémie. L'objectif, c'était quoi? C'était le confinement. Euh, Tout le pays il a été confiné, la fermeture brusque de quasiment tous les bureaux de vente. Nous faisions partie des gens qui ont fermé les bureaux de vente. Il y a eu justement un certain chamboulement quand même dans la construction, dans la partie technique. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup de techniciens, ils sont rentrés chez eux et la gestion des chantiers, elle était un petit peu, enfin, elle n'était pas dans la normale. C'est en ce moment-là qu'on a été réunis et nous étions à la recherche justement de mieux gérer cette période. Je vais vous dire une chose. Nous avons pris la décision de ne pas arrêter de communiquer sur le digital. Déjà à l'avance, nous étions presque à plus de 70% de notre communication sur le digital. Nous avions toujours cru dans le digital. C'était l'outil qui nous a le plus payé. C'était l'outil qui a le plus montré un petit peu ses preuves, si on veut dire. Comme elle vient de nous dire, Madame Hind, le offline aujourd'hui, c'est plus pour le côté institutionnel. C'est plus pour montrer un certain poids, mais pour vendre, c'est le nerf de guerre quand même. C'est le plus important aujourd'hui dans la promotion immobilière, c'est de vendre. Nous sommes convaincus que pour vendre, il n'y a que le digital qui peut faire ça. Donc, après le confinement, nous avons continué notre plan de com au niveau digital. Nous l'avons adapté, bien sûr, au Covid. Nous l'avons adapté un petit peu à la nouvelle conjoncture, à la nouvelle mentalité et surtout au confinement. Le fait que les gens, ils étaient chez eux, que personne ne sortait, la consommation des réseaux sociaux, la consommation d'Internet, elle a beaucoup évolué. Et donc, nous avons bénéficié de cet acte pour encore augmenter la cadence de communication sur les réseaux sociaux. Ça impliquait quoi? Ça impliquait une sorte de préparation pour les commerciaux et pour les bureaux de vente pour l'après-confinement. Donc, les commerciaux chez nous, ils ont presque jamais arrêté de travailler parce qu'ils étaient quotidiennement alimentés de nouveaux prospects. Donc si vous voulez, le lien avec le client n'a jamais arrêté chez nous. Donc, même en plein confinement, les gens, ils appelaient, les gens, ils envoyaient des messages, des emails, des WhatsApp, et les commerciaux et notre service relations clients, il était là pour leur répondre. Et si vous voulez, plus ou moins, les gens, le client final, il a apprécié cette initiative qu'on avait prise parce que, comme vous l'avez constaté vous-même, la quasi-totalité des promoteurs, ils ont arrêté leur activité. Donc, le client, il n'avait presque personne avec qui communiquer. Nous, il y avait quand même tout le monde qui travaillait bien sûr de chez eux, mais ils étaient là. Donc, le traitement des prospects, il était là. Le fait de répondre au téléphone, répondre aux clients, il était là. Le fait de prendre le contact avec de nouveaux prospects, de futurs clients, il était là. Donc, si vous voulez, certains clients qui n'étaient pas, enfin, on connaît très bien la mentalité marocaine, certains n'y croyaient pas vraiment et donc ne respectaient pas réellement
le confinement, ils sont sortis, ils se sont déplacés dans nos bureaux. Le comptable, il venait quand même 2 à 3 fois par semaine à son bureau. Et donc, il y a eu des concrétisations en plein confinement chez nous. Énormément de clients, ils ont voulu saisir l'opportunité. Le commercial, bien sûr, il a su leur donner envie. Et donc, que ce soit pour mars, avril ou mai, nous n'avions jamais été à 0 vente. Donc, en plein confinement, nous avons réussi à faire des ventes. Et, donc, enfin, quand il y a eu le déconfinement, dès le début juin, à l'ouverture des bureaux de vente, ben, tout le travail qui a été fait en plein confinement, on l'a vu dès le mois de juin. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais dès le mois de juin, il y a eu énormément de ventes et il y a eu, par rapport à février, une augmentation de 10 à 15% de ventes dès le mois de juin. Donc, je ne vais pas y dire que le confinement a été bénéfique pour nous, mais nous l'avons bien géré par ne pas couper le contact avec le client. Et donc, sans le digital, nous étions dans l'impossibilité de faire cette initiative. Il nous a permis d'aller chercher de nouveaux clients, d'aller chercher de nouveaux prospects. Il nous a facilité le contact avec le client. Et le client, bien sûr, comme je vous ai dit, il a été très consommateur de la matière digitale, vu qu'il restait chez lui toute la journée, il ne sortait pas. Donc, à part la télé, les enfants et regarder par la fenêtre, il n'avait pas grand-chose à faire. Donc, il avait Facebook, il avait Instagram, il avait les sites un petit peu d'information. Donc, voilà, nous avons passé cette période, si vous voulez, haut la main, et c'est grâce au digital. Sans le digital, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que nous étions préparés. Il y avait déjà une plateforme. Et donc, ça n'a pas été difficile d'augmenter la cadence et d'accélérer en plein confinement. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même cadence. Comme on le sait tous, pour avoir des ventes, il faut avoir des visites. Donc les gens, même aujourd'hui, donc beaucoup de gens, ils prennent contact, ils sont très intéressés, mais ils n'arrivent pas ou ils n'ont pas trop envie de se déplacer pour aller voir le bureau de vente, pour aller voir le commercial et tout ça. Donc, nous avons mis en place un système entièrement en ligne pour que la personne, bien sûr par l'assistance de son commercial et commercial du projet, de passer sa vente, de faire sa réservation, sans se déplacer. Donc, le commercial, il était là pour l'assister, pour lui envoyer les vidéos des appartements, les appartements s'ils étaient prêts ou les appartements témoins, les photos, tous les supports qu'il voulait. Et donc, le client, tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de faire le virement de l'avance ou du montant du bien. Donc là, encore une fois, le digital nous a permis de faire des ventes 100% en ligne. Les gens ne nous voyaient pas, les commerciaux ne les voyaient pas, à part bien sûr comme ça en vidéoconférence. Mais physiquement, beaucoup de gens, ils ont fait des concrétisations sans jamais voir le bureau de vente ni l'appartement témoin. Et ça, encore une fois, il n'y a que le digital qui peut le faire. Le off, la radio ou d'autres supports, ils étaient en plein confinement dans l'incapacité de toucher le client. Nous, pour l'anecdote, en plein confinement, nous avons appelé tous nos partenaires publicitaires pour enlever tous les panneaux 4x3 et tous les unipoles. Et ça m'a permis, en tant que responsable marketing, de négocier ce budget gagné pour le injecter dans le digital. Et donc, vous savez, l'importance de l'entreprise, c'est d'avoir plus de clients et plus de ventes. Donc, ça a été très facile vu que le résultat, il était déjà là. Donc, aujourd'hui,
Amine, Moi, je suis je me permets d'intervenir. Je vais jouer le rôle ingrat de timekeeper ici. Peut-être Oui, bien sûr. tu peux conclure rapidement par petite phrase. Comme ça, on peut enchaîner. Écoutez, c'est juste ça, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, il faut être convaincu une fois pour toutes que sans le digital, peut-être, enfin, surtout la promotion immobilière ne pourra pas continuer. Donc, il faut passer ce pas, il faut le faire le plus rapidement possible. Super, merci beaucoup. En tout cas, beaucoup d'insights, en tout cas de retours d'expérience extrêmement riches. Donc, ce qu'on retient, une certaine adaptation, une certaine résilience aussi par rapport à la situation, une numérisation et une transformation digitale qui est en tout cas engagée dans l'industrie. Et puis aussi les changements en termes de besoins clients avec des espaces plus généreux, plus spacieux et beaucoup plus verts. Maintenant, ce qui est intéressant avec Avito, c'est l'avantage avec notre plateforme, c'est que nous avons pu très rapidement voir en tout cas les différentes tendances qui se dessinaient, et ce dès le début de la crise pandémique. Donc, je laisse la parole à Mehdi, donc, qui va nous donner en tout cas les différentes métriques et les observations qu'on a eues sur notre plateforme. Alors absolument, donc comme ça a été cité par les différents intervenants, Badr, aujourd'hui nous, comment on pilote, comment on fonctionne au niveau de la plateforme, c'est qu'on a des offres de vente et des gens qui viennent rechercher en tout cas des biens pour pouvoir en faire l'acquisition. Alors premièrement, premier chiffre extrêmement important, c'est les annonces publiées par mois sur le secteur de l'immobilier résidentiel. Alors là-dessus, alors qu'en janvier, février, tout allait bien, on tournait sur des chiffres qui sont très honorables, donc plus de 140 000 annonces publiées, donc validées et publiées. Et à partir de l'annonce du confinement, donc à partir du mois de mars, donc on a chuté d'une façon drastique. Donc c'est normal, ce n'est plus la priorité des gens. Aujourd'hui, dès l'annonce du confinement, c'était nouveau, c'était la pandémie, donc des gens l'achat d'un bien immobilier est très rapidement zappé et n'est plus la priorité du moment. Donc, c'est des choses qui sont assez compréhensibles et vécues par tout le monde. Et ça s'est empiré sur le mois d'avril où il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc là, une chute encore davantage en avril. Au mois de mai, on a commencé à avoir un peu plus clair. Il y a des gens en fait, qui ont commencé aujourd'hui à prendre un peu l'initiative. Donc, on parlait d'un déconfinement possible en juin, donc une légère reprise en mai. Mais à partir de juin, une sorte de miracle en fait s'est produit sur le marché. On le voit à travers ces chiffres-là qui sont exposés. Donc, une reprise exponentielle, donc de plus de 124%, donc de juin à octobre, ou parfois, vers septembre-octobre, on a dépassé, en tout cas, le nombre d'annonces qui enregistrées par rapport à la période pré-Covid. Donc, ce qui montre aujourd'hui qu'il y a en fait un vrai engagement, en tout cas, des gens, une vraie volonté de reprendre. Donc, et le marché était là pour y répondre, les acteurs aussi, donc avec lesquels, nos partenaires avec lesquels on traite au quotidien, donc étaient là pour saisir cette occasion-là et on échange avec eux ces chiffres, donc qui vont un peu rassurer un peu la démarche de reprise et la volonté d'aller de l'avant. Donc, sur la plateforme Imoneuve, donc la plateforme d'Avito qui est spécialisée et dédiée à l'immobilier résidentiel neuf, donc aujourd'hui, contient un très grand nombre de projets qui sont en vente, en commercialisation. Alors, jusqu'au mois de mars, on tournait aux alentours de 140 projets. Alors, juste après, on a eu, à l'annonce du confinement, on a eu beaucoup d'échanges donc, avec nos partenaires. Certains avaient décidé donc, de stopper la communication, la présence de leurs projets sur la plateforme parce qu'ils ne pouvaient pas s'engager sur la partie traitement. Donc, par contre, donc avec Amine, on a continué et on a continué à être présent, on a continué à renforcer. Mais globalement, donc, la tendance était vue à la baisse donc sur le mois d'avril et le mois de mai, donc à peu près à 20% en termes de projets qui n'étaient plus publiés, qui n'étaient plus destinés à la commercialisation. Mais par contre, la reprise a été notable, donc à partir du mois de juillet, où on a repris donc, quasiment les mêmes chiffres que la période pré-Covid, où aujourd'hui, des chiffres beaucoup plus actualisés, on dépasse ces chiffres-là. Donc,
la santé du secteur aujourd'hui et la confiance est remise, est réinstallée. Et donc, du coup, aujourd'hui, on arrive en tout cas à montrer ces projets-là, à avoir à l'audience qui est intéressée, très intentionniste, et à générer des leads de qualité donc, pour nos partenaires. Maintenant, sur les visiteurs uniques. Donc, les visiteurs uniques sur Avito, une chute également était prévisible, donc de moins 29%. C'est-à-dire qu'elle était moins importante que les chutes des annonces. Alors pourquoi? Parce que tout simplement que les gens avaient de plus en plus de temps. Ils étaient en confinement, donc ils étaient devant leur PC, ils étaient sur Avito, ils étaient en train de voir un peu la plateforme et voir un peu les annonces qu'il y avait, voir un peu le marché. Et il y avait aussi des tendances qui se dégageaient, je vais en parler un peu plus tard. Donc, des personnes cherchaient le changement. Et une reprise de plus 46% qu'on a noté de juin à octobre, ou le mois d'août, on a dépassé donc, le nombre de visiteurs uniques qu'on avait sur le mois de février sur la catégorie immobilière, principalement donc, sur les usages d'appartements, tout type de standing, et aussi un intérêt important pour les terrains pour construire son propre bien immobilier. Alors, les leads. Donc, les leads, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on se posait la question, est-ce qu'on va avoir des leads après juin? Est-ce que pendant le confinement, on n'avait pas des leads ou on aurait quelques leads? Les chiffres disent que tout simplement, une chute de moins 50%, donc de mars à mai, qui a été constatée sur le volume des leads, ce qui est normal, c'est-à-dire que ce n'était pas la préoccupation. Aujourd'hui, tout le monde l'a bien vécu. Mais par contre, là, une reprise explosive, donc de plus de 186% sur les leads, un mois d'août qui est explosive, donc avec une reprise en Q3 et aussi en Q4. Donc, malgré l'incertitude, il y a des gens, en fait, il y a beaucoup d'internautes, en tout cas, qui sont rentrés sur la plateforme pour chercher l'acquisition d'un nouveau projet avec des tendances et des besoins et des attentes particulières. Et justement, c'est l'objet de la slide d'après. Qui montre un peu ce que cherchaient les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Avito, et l'intérêt global du digital, c'est qu'on peut tout savoir, on monitore tout, on monitore les comportements, ce que les gens recherchent. Donc, ce que les gens cherchaient pendant ou vers la fin du confinement et après le confinement, ils cherchaient plus d'espace, ils cherchaient des terrains pour construire leur villa, ils cherchaient des endroits beaucoup plus spacieux, plus généreux, il l'a mentionné, c'est aussi, là, on a parlé, et ça, en fait, on discute chez Avito souvent avec nos internautes pour essayer de comprendre et d'interagir avec eux, donc à travers des études. Et il y a un super article qui a été publié sur la vie économique, Badr, à la période post-confinement, donc vers le mois de juin-juillet, donc qui a décrit un peu, qui a parlé un peu de ces tendances de reprise et de ce que recherchent les gens donc, pour leur futur bien, puisque, rappelons-le, c'est la première fois, en tout cas, qu'ils ont été enfermés chez eux pendant 3 mois dans leur appartement, dans leur bien, et qu'ils se sont rendus compte que parfois, il a besoin de plus de superficie, plus d'espace et plus de générosité. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi, pour tous ces insights. Donc, pour résumer, en tout cas, ce qu'on observe, en tout cas au niveau d'Avito aujourd'hui, donc c'est une croissance importante et une nouvelle dynamique, que ce soit au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la demande, avec des besoins particuliers. Maintenant, la question que je pense tout le monde se pose, c'est que quel impact et bien sûr le prix. Donc, est-ce que, alors, Madame Majda Al-Archi, qui est parmi nous et qui nous pose la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant ou attendre 2021? On va tâcher, en tout cas, d'y répondre. Alors, je vais donner la parole à Si Abdelghani Yassa, donc, dont l'insight sera extrêmement précieux. Alors, si Abdelghani, est-ce que les prix vont baisser? Est-ce qu'on aura de bonnes affaires? Il y a toujours de bonnes affaires. faudrait venir pour avoir des bonnes affaires. Faudrait se manifester. De toute façon, écoutez, très franchement, Madame Hind l'avait dit, là où il y a les prix bien étudiés, il n'y a pas de baisse de prix. Moi, de ma part, je n'ai pas baissé le prix et j'ai vendu pendant le confinement et après confinement. Non seulement ça,
les prix doivent être étudiés. Mais ce ne sont pas les prix qui boostent parfois les ventes. C'est la qualité du produit qui booste les ventes. C'est la qualité et le nom. Normalement, on doit faire beaucoup de travail sur la reprise de confiance entre consommateurs et promoteurs. C'est là où on peut gagner du terrain. La confiance, elle n'est plus là, mesdames, messieurs. Je vous le dis très franchement, ça a été senti auprès de beaucoup de promoteurs immobiliers. La confiance, elle n'est plus là. Aujourd'hui, on me demande quel est votre notaire, s'il vous plaît. Immobilier. C'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas le prix qui nous dérange. La qualité nous dérange. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est mise entre les mains de non-promoteurs immobiliers. Un promoteur immobilier est quelqu'un qui est responsable, est quelqu'un qui construit pour l'avenir des citoyens, pour l'avenir de tout le monde. On achète une maison, au maximum une deuxième maison, dans toute une vie. Alors, être arnaqué, c'est malheureux. On pleure pour les gens qui ont été arnaqués, très franchement. Et c'est là que le digital pourrait nous servir aussi. Là que le digital pourrait nous donner encore une autre force, une force que tout le monde en a besoin maintenant. C'est vrai, je vous le dis très franchement. On vend à travers le digital, à travers Habito, à travers Facebook, à travers nos pages, à travers nos téléphones, nos WhatsApp. On vend. Mais il faudrait un nom pour vendre actuellement. Il faudrait une confiance, rétablir la confiance pour vendre. Merci à vous. Merci beaucoup, Siad Drani. Alors, Hind a répondu à la question tout à l'heure. Elle a dit qu'elle n'a pas bougé, elle n'a pas touché ses prix. Amine également. Je pense que la politique tarifaire de Badr el-Iskan est restée, en tout cas. Exactement. Les prix n'ont pas changé chez nous aussi. Les prix n'ont pas changé. Alors, je vais juste peut-être poser une question, peut-être mettre un peu de granularité dans la question. Peut-être, est-ce qu'il y a eu éventuellement des typologies de biens qui ont peut-être eu un impact au niveau du pricing? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le moyen standing, comparativement au standing, peut-être, je ne sais pas, Hind, toi de ton côté, je sais que tu as un panel, en tout cas, de produits assez important, ou aussi des régions, peut-être des régions qui ont été un peu plus sinistrées, entre guillemets, que d'autres par la pandémie et qui ont vu justement une baisse, même symbolique, au niveau du prix, ou pas? Pardon. Allez-y, monsieur Yassin. Je pense que là où il y a eu les baisses, c'est les engagements des promoteurs immobiliers. Lorsqu'un promoteur immobilier est trop engagé pour les institutions financières, il est obligé de baisser les prix pour vendre. Sinon, il va les payer en intérêt. Je le vois comme ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, les baisses qui dépassent les 5% ne sont pas bons pour l'économie du secteur immobilier. Et M. Mernissi l'avait dit au début. Impossible. Un promoteur immobilier crédible, il gagne au-delà de 8%. Impossible qu'il dépasse les 8%. Je tiens à bien montrer une chose qui circule à travers les médias, qui circule à travers YouTube, etc. Le prix exact de la construction d'un bien immobilier participatif, c'est-à-dire un bien immobilier économique, est de 2200 dirhams le mètre carré clé en main. Il n'y a pas un bien à 80 000 dirhams. On dit que le bien à 80 000 dirhams. On dit qu'un bien qui se vend à 250 000 dirhams, il est construit à 80 000 dirhams. Mais c'est du flou.
c'est du blabla, c'est impossible. 65 mètres carrés, 60 mètres carrés, il vous faut au-delà de 140 000 dirhams. Rien que la construction. Les autres frais, où ils sont, les frais, de l'étude, les frais de l'architecte, l'espace vert à l'extérieur, le prorata du terrain, il est où? Donc, il n'y a pas de transparence. Il y a une mauvaise médiatisation d'un truc que normalement, lorsque le consommateur qui ne connaît rien en construction, on entend parler de ouais, cette construction lui a coûté 80 000 dirhams, mais c'est tout à fait normal qu'il va dire que c'est cher à 250 000 dirhams. Alors que le minimum, c'est l'état de 225 000 à 230 000 dirhams. Et je vous dis la vérité, mes dernières consultations pour construire 500 logements pour quelqu'un de la famille, je n'ai pas trouvé moins cher que 2200 dirhams. Je n'ai pas trouvé moins de 2200 dirhams clé en main. Mais je parle de boîtes de classe 1, je parle de sociétés de construction crédibles, transparentes. Et merci à vous. Hind, vas-y, je t'en prie. Oui, alors, tu m'as posé la question concernant est-ce qu'il y avait des projets, certains produits d'un certain standing qui ont connu une baisse ou sur certaines villes. Bon, la vérité, moi, je vais te dire franchement, dans notre cas, pour ce qui est de chez Liskin, je ne vais pas parler des autres promoteurs, mais dans notre cas, je pense avec toute l'expérience chez Liskin depuis 1948, quand on fait de la promotion immobilière, je trouve que notre politique tarifaire est bien maîtrisée. C'est-à-dire que dès qu'on pose des prix ou qu'on propose des tarifs, des prix par rapport à certains standings ou pour certaines, c'est vraiment adapté au produit, c'est vraiment adapté à la ville et c'est vraiment c'est le prix vraiment réel sur lequel on ne peut pas encore appliquer des remises ou peut-être certaines promotions pour certaines périodes pour booster un petit peu les ventes s'agissant de certaines saisonnalités. Mais en tout cas, dans notre cas, pendant le confinement, après le confinement, il n'y a pas eu vraiment de baisse de prix sur l'ensemble des standings et sur l'ensemble des villes du Maroc. C'est-à-dire que vraiment, nos prix sont bien tellement maîtrisés qu'on n'était pas mis dans cette situation de devoir baisser le prix pour générer plus de ventes ou pour attirer plus. Et par contre, je vais rebondir sur le point qu'a évoqué M. Yassin, c'est qu'il faut vraiment s'informer auprès de qui on achète. C'est chez Liscan ou un autre nom, je ne vais pas citer de nom, mais les grands promoteurs, les vrais promoteurs immobiliers au Maroc, ils sont comptés, je pense, au doigt de la main et ils sont crédibles et je pense que leur expérience parle d'eux-mêmes et l'expérience client aussi parle d'eux. Aujourd'hui, les gens, il ne faut pas être vraiment influencé par ces offres qu'on voit, ces multiples offres alléchantes jusqu'à moins 20%, moins 15, moins 20. Moi, je trouve que ce sont des remises, moi, qui m'effraient personnellement et qui me choquent. Je me dis, ce n'est pas la bonne affaire, mais il y a un problème quelque part. Comment on peut se permettre d'appliquer certaines remises, autant de remises, s'il n'y a pas un problème de produit. Effectivement, est-ce qu'il y a un problème de produit ou est-ce qu'il y a un autre problème qui existe ailleurs? Donc, vraiment, quand on a affaire à des promoteurs de renom, des promoteurs connus, qui se respectent, je pense qu'on peut acheter en toute tranquillité et on est rassuré par rapport aux produits qu'on achète et par rapport au prix d'acquisition. Merci voilà, beaucoup. Ce qui concerne notre politique tarifaire pendant le confinement. Super, merci, c'est extrêmement clair. Alors, Mehdi, qu'est-ce qu'on a eu sur Avito concernant les prix? Donc, sur Avito, alors qu'est-ce qu'on a eu pour le neuf? Donc, il y a certains partenaires donc, qui, eux, ont préféré, ont une politique tarifaire qui est constante, qui est précise,
qui est juste aujourd'hui par rapport aux produits qui sont livrés ou à la qualité des produits qui sont livrés. Certains ont fait par contre une réduction de prix. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, en tout cas les chiffres sur ce sujet-là, donc à partir du mois de mars, et de façon plus prononcée sur le mois d'avril, il y a une chute d'à peu près 7% en moyenne donc, sur les prix qui sont déclarés en tout cas au sein de la plateforme. Tout simplement parce que y a moins de demandes, il y a beaucoup moins de demandes, donc du coup, les prix vont chuter. Et par la suite, quand il y a eu la reprise, la dynamique, à partir du mois de juin, donc là, il y a eu une reprise des prix et parfois des prix qui sont devenus sur certaines typologies beaucoup plus importants qu'avant parce que il y a une offre qui est revenue d'une façon très agressive, une demande aussi qui est très très accentuée, qui était là et donc du coup certains prix ont retrouvé en tout cas leur prix initial. Merci beaucoup, Mehdi. Extrêmement clair. Alors, on va rentrer dans la phase finale de ce webinaire. Et on va rentrer donc sur le digital. Bon, même si on a quand même abordé le sujet au niveau de ce webinaire déjà il y a quelques minutes. Alors, je vais donner la parole à si Emile Mernissi donc pour aborder ce sujet, donc le digital comme levier de performance. Donc voilà comment le digital a permis de rendre en tout cas la communication plus fluide et plus impactante. Et puis, est-ce que la performance est-elle aujourd'hui tributaire majoritairement du digital sur le secteur immobilier? Très bien. Alors, comme l'ont rappelé les intervenants avant moi, aujourd'hui, la démonstration n'est plus à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'avenir, c'est déjà le présent aujourd'hui, le digital. Donc, aujourd'hui, commercialiser un projet, faire la promotion d'un projet en faisant l'impasse sur le digital, c'est vraiment hypothéquer ses chances de succès. Maintenant, il y a un point qui a été soulevé qui est très, très important dont tu as parlé, Assa, c'est le point concernant la confiance. Alors, le digital, c'est un outil, on va dire, magique parce qu'il a le don et la faculté de rapprocher très vite un commercialisateur d'un acquéreur et c'est un point d'entrée. D'accord? Maintenant, c'est une arme, je dirais, à double tranchant. Pourquoi à double tranchant? Parce que nous avons tous en tête des projets ou des promoteurs qui se sont servis malheureusement du digital pour, disons le mot, arnaquer. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez très bien de quoi je parle. C'est des problèmes qui sont récurrents. Malheureusement, on a constaté que l'outil digital était pour eux l'outil privilégié pour justement berner de futurs acquéreurs. Alors malheureusement, tout le monde n'a pas la même bonne foi. Mais par contre, comme on est dans une phase d'explosion du digital, il va falloir maîtriser ce développement, notamment par un accru de la sécurisation des process. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, pour pouvoir commercialiser un bien, pour ne pas tomber dans le travers qui va être celui « Ah, mais c'est du virtuel, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qu'on peut visiter, ça reste quelque chose d'abstrait, donc c'est virtuel. » Ça, c'est le côté dans lequel le digital ne doit pas tomber, ne doit pas faire tomber. Et pour ça, il faut donner le maximum de sécurité aux acquéreurs. Et là, je vais dire sur le plan juridique. Par exemple, quand vous avez un projet, c'est bien de parler définition, des espaces verts, tout ça, c'est bien. Ça parle aux acquéreurs parce que vous touchez à l'affect, vous touchez à l'émotivité, vous touchez à l'émotion. À l'émotionnel, exactement. Et c'est très important parce que quand on achète, on a besoin de se projeter, donc on a besoin de se voir vivre dans ces espaces. Alors, tous ceux qui ont développé des outils très performants en termes de visite virtuelle et tout ça, c'est bien. Maintenant, à côté de ça, moi, je plaide pour un volet juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet qui est autorisé, sur un site web, sur une plateforme, il devrait y avoir un icône
on pourrait consulter l'autorisation qui a été donnée, les plans, enfin tous les éléments qui sont de nature à rassurer et à asseoir la confiance à un moment où justement la confiance est quelque part a été perdue malheureusement par de mauvaises pratiques. Donc aujourd'hui, le digital, je disais, c'est une arme à double tranchant. C'est extraordinaire parce qu'elle permet de faire des miracles, mais en même temps, si elle n'est pas bien, si elle ne tombe pas entre les bonnes mains, elle peut faire beaucoup de mal aux secteurs. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs qui pâtissent de ça. Parce qu'un tel et un tel, et aujourd'hui, comme on est dans les réseaux sociaux, une information devient virale. Et comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience qui soit relayée à travers les réseaux, à travers les médias, et qu'on se rend compte que finalement, il n'y avait ni projet, ni rien. Il n'y avait que juste une plateforme digitale pour que les gens se disent « Ah, mais le digital, c'est dangereux. Moi, tant que je n'ai pas visité, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, et là, on tombe dans le panneau, on tombe dans le piège, on régresse. Parce qu'en fait, le digital, c'est un outil pour aller de l'avant, pas pour régresser. Donc, je dis bien encore une fois, attention, il faut être le plus transparent possible, ne pas hésiter à montrer en live, s'il le faut, qu'un projet est en train d'avancer, donner le maximum d'assurance et rassurer l'acquéreur. Ça, c'est pour moi un point essentiel et qui va conditionner, je dirais, l'essor du digital au Maroc. Parce que je sais bien qu'il y a certains promoteurs, et heureusement, qui travaillent proprement. C'est-à-dire qui font des promesses qui les tiennent. Et aujourd'hui, on attend toujours les promoteurs au niveau des finitions. Ils ont promis telle finition et à l'arrivée, il n'y a pas cette finition. Ils ont promis tel délai de livraison, le délai n'a pas été respecté. Je pense que ces points-là, il faut qu'ils soient verrouillés pour que réellement on puisse bâtir de nouvelles bases pour ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, la révolution Covid, je veux dire, c'est une façon aussi de saisir de nouvelles opportunités. Et je voudrais rappeler un chiffre. Un sondage a été effectué pendant la période post-confinement, au mois de juin. 2/3 des personnes interrogées ont déclaré qu'ils avaient été insatisfaits par leur logement, pour diverses raisons. Ils se sont sentis mal, ils ont remarqué certaines tares qu'avait leur logement, qui ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient, qu'il était trop exigu, qu'il n'y avait pas assez d'espace vert, qu'il n'y avait pas assez de lumière, etc. Mais mon Dieu, 2/3, c'est énorme. Mais en même temps, ces 2/3, c'est des opportunités à saisir pour les promoteurs. Ça veut dire que c'est des gens qui potentiellement veulent changer. Et 2/3, c'est un chiffre très important et qui demain peuvent se transformer en opportunités d'acquisition. Donc, je sais que les promoteurs sont à l'écoute. Je veux dire, aujourd'hui, comme on dit, d'un mal peut naître un bien. Comme cette crise Covid a bousculé les habitudes, que ce soit pour les promoteurs que pour les acquéreurs, elle a bousculé les façons de construire, l'agencement, etc. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, Hind, on veut plus de lumière, on veut plus d'espace vert, on veut des terrasses, etc. Donc, ces éléments-là sont très importants et il va falloir en prendre compte dès maintenant. De la même façon que le digital a bousculé les habitudes, et de façon très rapide, en 2-3 mois, les gens se sont mis à manger du digital, à bouffer du digital. Mais aujourd'hui, il va falloir mettre des garde-fous. Il va falloir rassurer, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le secteur de l'immobilier ne va pas bien. Ce n'est pas la crise Covid qui l'a précipité vers la crise. Il allait mal déjà depuis quelques années, depuis 4-5 ans. En janvier dernier, en décembre dernier, ce n'était pas la joie. Parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments, dont la confiance, etc., qui avaient été perdus. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'outil digital est boosté, c'est très bien, mais veillez à ce qu'il y ait le maximum de garanties pour qu'il n'y ait pas de dérapage.
Je Merci pense beaucoup, avoir. merci beaucoup c'est pour ta réponse extrêmement complète. Alors, je vais être un peu plus pragmatique, donc du coup, je vais m'orienter vers Amine pour la prochaine question, parce que dans l'audience, je suis sûr qu'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui ont entendu ou bien qui ont lu également que le digital, bon, c'est effectivement tout ce qu'on a dit, c'est un canal qui est mesurable, c'est effectivement très orienté performance, c'est une garantie quelque part d'avoir des visites et donc des transactions par la suite. Mais concrètement, ça reste quelque chose, en tout cas un projet ou un chantier difficile à exécuter et à lancer, soit par manque de connaissances peut-être, par manque d'expertise, par manque d'accompagnement. Et donc, euh, pour toi, Amine, ma question, ce serait quelles sont en tout cas les ressources qui pour toi sont indispensables pour mener une stratégie digitale en bonne et due forme? Alors, déjà, pour revenir brièvement sur ce qu'il nous a dit, Selman ici, euh, aujourd'hui, si on arrive à vendre grâce au digital, j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde le sait aujourd'hui, euh, ce n'est pas le prix et ce n'est pas la campagne non plus qui fait vendre. On peut avoir une très bonne couverture médiatique, mais en fin de compte, on ne va pas vendre grâce à ça. Le digital, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être très bénéfique pour le promoteur du moment où il a une bonne réputation, du moment où il a un bon historique. Si ce n'est pas le cas, ça va avoir un effet néfaste sur le promoteur. Euh, Aujourd'hui, pour réussir une bonne campagne, il ne faut pas, comme le fait énormément de promoteurs aujourd'hui, travailler que sur le promotionnel. Tous les matins, ils sortent avec une promotion, avec une offre nouvelle. Les offres, peut-être ça va attirer, ça va générer des leads, mais ça ne va jamais convertir en vente. Il faut travailler énormément sur l'institutionnel, sur la confiance. Aujourd'hui, le digital, il est principalement utilisé pour vendre. Mais on peut aussi, comme dit Siassa, vu que le nerf de guerre de la promotion immobilière, c'est la confiance, on peut utiliser le digital pour donner confiance. On peut utiliser aujourd'hui le digital pour faire connaître et faire connaître le promoteur via le digital. C'est fini l'époque où pour que le promoteur ou le président puisse prendre la parole, il doit convoquer des journalistes et faire, je ne sais pas, une... Non, aujourd'hui, rien qu'avec le digital, on peut promouvoir un promoteur, on peut promouvoir une société. Donc, il faut travailler dans ce sens. Certes, il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui en profitent de cette faille digitale pour arnaquer les gens, mais le reste de la gotha immobilière marocaine, bien sûr les promoteurs de longue date comme chez Billy Iskan et d'autres, comme Badr Iskan aussi, ils pourront bénéficier du digital pour, 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 pour faire connaître leur projet, pour faire connaître leur historique, pour rappeler aux gens la qualité de leur finition, pour rappeler aux gens le respect de leur engagement. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parce qu'on a fait moins 5, moins 20 ou moins 30% qu'on va vendre. On va vendre parce que le client, il a confiance en nous. Et nous, si Mehdi va confirmer cette information, on fait partie, presque pour tous nos projets, on fait partie des promoteurs les plus chers, que ce soit ici à Casablanca ou à Marrakech, on est les plus chers. Mais ceci n'impacte pas les ventes. Parce que le client, quand il arrive chez Badr El Iskan, il connaît la qualité de finition, il connaît le respect des engagements, le respect des dates. Et ça, c'est le plus important, à mon avis. Donc, au lieu de s'orienter et d'être focus sur, sur les promotions, sur les réductions, je pense que parfois, il faut rappeler au client qui est cet promoteur et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Et voilà, justement, bénéficier du digital pour avoir de la notoriété dans le marché.
Alors, Amine, justement, on a une question dans l'audience d'une personne qui s'appelle El Mehdi, qui dit voilà, digitaliser ses activités et le travail d'une équipe de designers, de développeurs, de rédacteurs, etc. Ainsi qu'un budget qui doit être alloué au marketing digital. Alors, je sais que c'est une question qui peut être confidentielle ou touchy, donc je te laisserai la liberté de répondre ou pas. Donc, quel serait le budget idéal au Maroc, peut-être pour une campagne publicitaire? Bah, vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de budget idéal. L'avantage justement du digital, c'est qu'on peut travailler des fois avec des partenaires comme Avito, qui maîtrisent énormément le côté technique et et surtout pour sa qualité professionnelle de rendu. Mais on peut, surtout pour les petits promoteurs, il peut travailler avec une équipe très restreinte. Aujourd'hui, c'est pas la compétence qui manque au Maroc, contrairement à ce que beaucoup de patrons pensent. La compétence, elle est là, il faut juste leur donner la chance. Donc aujourd'hui, avec une équipe très restreinte, peut-être on peut demander l'aide d'agences de communication ou de partenaires comme Avito, mais on peut commencer avec le minimum possible. Et plus on a d'argent, bien sûr, plus on a de budget, plus on a de résultats et plus on a de notoriété. Mais il ne faut pas dire qu'il me faut un budget énorme et une équipe d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes pour que je puisse être dans le digital. Ce n'est pas le cas. Merci, Amine, pour ta réponse. Alors, une question aussi pour Hind, parce que quand on voit aujourd'hui l'écosystème de Chabeli Scan à l'échelle nationale, en tout cas, vous avez une présence sur toutes les grandes villes du royaume. Exact. Et du coup, il y a une question, je pense, qui est très importante. Du coup, c'est comment le groupe, en tout cas, a épousé cette transformation digitale? Écoutez, nous, on n'est pas novices dans le digital pour le groupe Chabiscan. Je ne vais pas rappeler que vraiment le digital il fait partie intégrante de notre processus marketing et commercial depuis des années. C'est-à-dire au démarrage, on va dire même des campagnes digitales au Maroc, on était parmi les pionniers et les premiers à communiquer via le web et via le digital. Ce n'est pas un changement qu'on vient d'adopter en cette période de pandémie où il y a une année ou 2 années. Donc, comme je vous ai dit, moi, tout au départ, le digital, il est en train de prendre une place de plus en plus importante d'année en année parce que c'est un canal qui est pilotable. D'ailleurs, en parlant de budget, je voulais répondre aussi par rapport au point de budget. Il n'y a pas un budget on va dire, idéal pour une certaine campagne, pour réussir une certaine campagne. L'avantage du digital, c'est qu'il est mesurable et pilotable. C'est-à-dire à tout moment, on a des indicateurs de performance, des KPIs qu'on peut suivre et qu'on peut paramétrer, c'est-à-dire au fur et à mesure, de manière quotidienne, on peut paramétrer une campagne, c'est-à-dire augmenter, baisser le budget en fonction des résultats, en fonction des conversions. Et puis voilà. Donc, pour nous, le digital, il est important. Il a toujours été important. On accorde de plus en plus de budget au détriment du offline. Et puis, je pense que maintenant, ce n'est plus un choix, en fait. C'est ce que je voulais rappeler aussi, et je pense que même si Amine et si Yassan l'ont évoqué, le digital, il existe, et puis c'est plus un choix de dire qu'on va communiquer sur le digital. Le comportement, il a bien changé bien avant le confinement, il y a quelques années. Aujourd'hui, pourquoi le comportement du consommateur, il a changé. C'est vrai que tout au départ, on ne communiquait que sur les grands médias connus, classiques, et sur l'offline, sur l'affichage, sur la radio, sur le digital. Le consommateur marocain n'a plus de temps, en fait, pour aller se déplacer à des bureaux de vente et pour faire une recherche sur le terrain. Et ça, on est tous débordés, généralement, on est tous pris de 8h à 18h et on n'a que le week-end peut-être pour aller faire sa recherche. Aujourd'hui, avec le web, il nous offre une porte, un accès à l'information.
cet accès à l'information. C'est-à-dire que moi, déjà, dans un premier temps, je peux faire ma recherche, comme j'ai dit, sur le digital. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer. Et maintenant, la disponibilité de l'information, on est tenu d'offrir une information transparente et complète à ce prospect-là, qu'il puisse faire dans un premier temps son comparatif et comparer peut-être les offres, avoir le maximum d'informations avant qu'il ne se déplace sur le terrain, aller faire une visite sur le chantier ou sur le projet. Donc là, bien sûr, le digital, il nous permet de donner le maximum d'informations à travers le site web, à travers un site web. Donc, c'est la vitrine de la société, de l'entreprise et du projet. Donc, on doit alimenter tout ça, comme je dis, avec des visites virtuelles. On peut même, et ce qui est le cas chez Chabiscan, aujourd'hui, on prend des rendez-vous virtuels. Donc, on peut faire même des échanges à distance, faire une visite avec la personne. Elle est en contact avec le conseiller commercial en vidéoconférence. Que ça soit un prospect au Maroc ou à l'étranger. Donc, c'est l'avantage aussi du digital. Il rapproche les gens. Il rapproche, même si on est à milliers de kilomètres, donc on peut avoir l'information et on peut échanger avec la personne. Donc, voilà, ça, c'est parmi les avantages du digital. Donc, c'est vrai que malheureusement, avec cette pandémie-là, ça a accéléré chez certains promoteurs, et pas que les promoteurs immobiliers, mais même dans d'autres secteurs, le besoin de renforcer leur communication digitale en cette période parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Les clients ne se déplacent pas au showroom, ne se déplacent pas au point de vente. Donc, on doit leur ramener l'information jusqu'à chez eux et leur donner cette possibilité de comparer le produit. Et avant de se déplacer, de toute façon, le Marocain a besoin d'expérimenter le produit, de le voir, de le toucher. Et c'est certes qu'on parle de digitalisation du processus d'achat, mais certainement les ventes, elles ne se font pas en ligne. Ça, il faut pas... On ne va pas dire qu'on vend en ligne, on ne fait pas de vente en ligne. La vente, elle se fait sur le terrain. Mais par contre, oui, le process de recherche et d'information, oui, il se fait sur le web. Mais bien sûr, la vente, elle se fait sur le terrain parce qu'on a besoin de voir ce qu'on va acheter. Donc, et puis... votre question sur est-ce que la performance est tributaire majoritairement du digital, je dirais oui. Donc, c'est sans aucun doute. Merci beaucoup, Hind. Mehdi, en tant que pure player digital, comment tu vois les choses? Alors, donc, c'est le sujet de la performance, en tout cas, c'est un sujet qu'on débat tous les jours avec nos partenaires, avec nos clients. Maintenant, sur la partie communication, donc on a compris les attentes de nos clients en disant qu'aujourd'hui, il faut être très rapide, il faut être très agile et très rapidement, donc dès qu'on change de piste créative, dès qu'on change de message publicitaire, dès qu'on change de campagne, alors nous, on est aligné donc avec nos clients et on essaie de mettre ça très rapidement en œuvre pour qu'on gagne on gagne en rapidité. Alors, il faut juste rappeler une chose qui est extrêmement intéressante au niveau du digital, c'est que c'est le reach. Aujourd'hui, une publicité ou là, une campagne, quand elle est mise en ligne, en tout cas chez nous, bah, elle va aller enregistrer et toucher plus de 30 millions de personnes. Et donc 3 millions aussi d'impressions qui sont aujourd'hui enregistrées, en tout cas sur les campagnes qui tournent sur les secteurs immobiliers. Donc c'est ce qui est équivalent à environ 3 millions de flyers qui ont été distribués. Donc je vous laisse imaginer un peu l'ampleur en tout cas du reach et la force, le pouvoir du digital quant à la propagation du message et à la perception des campagnes, en tout cas à la visualisation des campagnes. Maintenant, le digital, c'est aussi des formats, c'est aussi différentes façons de voir le message. Et là-dessus, chez Aviton, on a déployé en tout cas beaucoup d'efforts pour être innovant, pour essayer tout le temps
d'aller chercher et créer de nouveaux formats qui vont répondre en tout cas à ces besoins. Donc moi, par exemple, je discute avec Amine, il peut avoir des JPO, et donc là, il nous faut un format beaucoup plus adapté en tout cas à cet événement-là, ou là, avec Hind qui va aller chercher de la pure performance, et donc là, on aura des formats beaucoup plus adaptés. Donc l'innovation fait part en tout cas intégrante, fait partie intégrante du digital et de notre quotidien chez Avito. Le dernier point qui n'est pas des moindres, et nos panélistes l'ont bien évoqué, dans le secteur de l'immobilier, quand on investit dans le digital, on cherche de la perf. On cherche de la perf, on cherche à vendre. Et ça, on l'a très, très bien cerné, on l'a très bien compris. Aujourd'hui, notre équipe aujourd'hui adopte ce comportement, adopte cette vision et nous mettons en œuvre en tout cas des produits et des services qui sont adaptés à chaque besoin, mais aussi à chaque type de standing. Donc, nous n'approchons pas, en tout cas, la cible du moyen standing comme la cible d'un haut standing ou d'un logement économique. Nous savons faire aujourd'hui la différence en termes de façon de faire, en termes d'approche, en termes de tactique ou de technique web marketing. Donc, ce qui nous permet d'assurer, de garantir en tout cas une rentabilité sur les investissements dans le digital. Et là-dessus, on est aligné parfaitement, en tout cas avec les attentes de nos partenaires au quotidien. Et c'est un débat qu'on mène très souvent dans nos échanges et dans nos rencontres de suivi. Merci Mehdi. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est avec beaucoup de tristesse que nous arrivons à la fin de ce webinaire qui a été extrêmement riche en informations. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble de nos panélistes, en tout cas pour leur partage très transparent et extrêmement sincère, même si le contexte en tout cas a été et il est toujours très, très compliqué. Alors, je vais vous donner la parole alors pour le mot de la fin. Quel serait votre conseil pour tout acteur, en tout cas qui souhaiterait, en tout cas tout acteur de l'immobilier qui souhaiterait s'engager vers la voie du digital? Alors, je commence par Hind, alors honneur aux dames. Écoutez, je pense qu'il est plus que temps en fait de s'orienter vers le digital. Comme j'ai dit, c'est plus un choix. Donc pour tout acteur, c'est vrai que là, comme on a dit tout à l'heure, le digital c'est un canal qui est ouvert à tout le monde. De toute façon, tout le monde peut communiquer dessus. Il n'y a pas de restriction. Il est temps de toute façon pour les promoteurs immobiliers, pour les intervenants les plus sérieux à qui je m'adresse, en fait, de renforcer leur communication sur le digital parce que je suis sûre que de toute façon, ils communiquent sur le digital. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Maintenant, il faut être plutôt créatif dans leur manière de faire et il faut aussi que les autres intervenants du métier, que ce soit des agences de communication, des agences digitales, qui puissent nous proposer des formats et des communications, de type de communication innovantes dans le digital. Pour pouvoir atteindre effectivement notre cible et de manière agréable et efficace aussi pour le promoteur. Message reçu. Merci. Simrissi. Alors, moi, je pense que pour se lancer dans le digital, il faut être d'abord bien conseillé, et surtout pour un profane, parce que c'est vraiment une affaire d'expert. Quand on ne connaît pas très bien le digital, on peut facilement griller beaucoup de cartouches, communiquer à côté, et ça va très vite un budget. Hein. Donc, pour être efficace, je le dis, il faut s'entourer d'experts, d'expertise pour pouvoir véritablement arriver à atteindre ses objectifs. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est vraiment une affaire d'experts. Moi, je le pense. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, expert en digital et se lancer. Il y a un jargon. D'abord, c'est un domaine qui évolue très, très vite. Et donc, il faut rester à la page.
Et pour ça, il y a des gens, il y a des hommes de l'art et des femmes de l'art. Donc, des experts pour accompagner et se faire conseiller efficacement. Ensuite, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui se lance dans le digital, c'est quelqu'un qui est d'abord, qui cherche la transparence, qui est prêt à tout ouvrir, à tout montrer. Et donc, aujourd'hui, c'est une opportunité pour celui qui cherche à vraiment capter une clientèle qui est, on va dire, aujourd'hui un petit peu difficile à rassurer, de justement lui montrer tout et la prendre par la main jusqu'à arriver au but qui est celui de lui faire acheter ou pas. Hein. De toute façon, moi, je pense que le bon promoteur, c'est celui qui cherche aussi l'intérêt de l'acquéreur. Et j'ai déjà, moi, rencontré des promoteurs qui, une fois assis avec un prospect, finalement, lui ont déconseillé d'acheter parce que c'était quelqu'un qui allait faire un achat émotif et qui, un jour ou l'autre, allait avoir des problèmes de trésorerie, etc. Donc, je pense que c'est un investissement de bon père de famille, mais c'est aussi un conseil de bon père de famille à donner aux futurs acquéreurs. Voilà. Merci, Simernissi. Amine, ton mot de la fin. Écoutez, le conseil peut-être qu'on va donner, déjà, le fait de s'orienter vers le digital aujourd'hui, la question ne se pose même plus, c'est devenu une évidence. Mais le conseil peut-être, c'est de chercher à faire les choses proprement. Comme l'a dit Madame Hind tout à l'heure, aujourd'hui, énormément de gens font le digital, mais très peu le font bien. Si on ne le maîtrise pas en interne, il y a des partenaires, comme vous d'ailleurs, il y a des agences qui peuvent accompagner les promoteurs immobiliers. Donc, il faut faire les choses bien pour donner confiance justement au consommateur client, parce que le nerf de guerre, c'est le client, donc il faut lui donner confiance. Et la deuxième des choses pour lui donner confiance, c'est de ne pas être focalisé sur la promotion. Il faut aussi penser à l'institution. Il faut penser à promouvoir le groupe et le promoteur plus que l'offre ou le projet. Donc, si on travaille sur les deux volets, les gens ils vont découvrir le projet et à côté, ils vont faire confiance au promoteur. Et ça facilitera énormément la vente, ça facilitera la conversion lead, des leads générés, ça sera très rapide. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Amine. Alors, c'est Abdelghani. Oui, ça va. Pour moi, mon conseil aux promoteurs immobiliers des Marocains, tous les promoteurs immobiliers marocains. Je conseille à médiatiser des informations tout d'abord fiables via la digitalisation. C'est très important. Le droit à l'information aux acquéreurs. L'acquéreur a le droit d'être bien informé avant d'acheter son bien immobilier. C'est une responsabilité du promoteur immobilier qui veut digitaliser et faire circuler des informations. Les informations doivent être fiables. En plus, c'est très facile pour que les gens ne s'arnaquent pas. Le cadre juridique doit être serré. Et je vais le dire, je vais m'orienter vers les consommateurs pour leur montrer que pour tout achat d'un bien immobilier, le promoteur immobilier doit avoir le terrain en son nom. Tout d'abord, le titre foncier en son nom et l'autorisation de construire avant d'établir un contrat de réservation. C'est ce que je sais faire et je ne ferai pas d'ailleurs autre chose que ça. Tout d'abord, c'est le droit du consommateur de voir chez le notaire le titre foncier de la parcelle ou du terrain et l'autorisation de construire avant de signer tout contrat de réservation. Autre chose, c'est que ça lui donne le droit de conserver, en cas de problème, de conserver ses avances ou bien sûr son argent qu'il avait mis entre les mains du promoteur immobilier. C'est très, très important et surtout, ce n'est pas pour, je m'adresse aux promoteurs immobiliers privés,
parce que les opérateurs publics, ils ont leur, les opérateurs publics sont cernés, sont crédibles, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont une très bonne image depuis il y a à peu près plus de 50 ans. Donc, le droit à l'information, à la médiatisation de cette information et la digitalisation est un droit à tout le peuple, à tout le consommateur ainsi que les promoteurs ou les nouveaux promoteurs qui veulent arriver. Et c'est pour cette raison qu'on insiste sur l'accélération du statut du promoteur immobilier. Et je vous remercie très infiniment. La digitalisation actuellement est une nécessité. Nous, on ne vend pas un bien sans qu'il soit digitalisé. On est sur les sites web, on est sur tous les sites pour pouvoir vendre. On a vendu pendant le confinement. Tout le monde vend à travers vos sites. Et en ce qui concerne Avito, je dis que vous avez beaucoup d'efforts vous avez beaucoup d'efforts pour pouvoir nous aider à digitaliser ou à s'organiser, à digitaliser encore mieux nos informations à travers vos sites web. Et merci à vous. Merci tout le monde. Merci à tous les panélistes. Merci beaucoup. C'est Abdelghani. Je voudrais, excusez-moi, Badr, mais voilà, je voudrais juste rappeler quelque chose. C'est qu'en fait, avec cette plateforme qu'on a aujourd'hui, la plateforme digitale, avec tout ce qui nous offre comme possibilité, il faut rappeler que les promoteurs immobiliers, ils ont aussi un devoir de sensibiliser et d'éduquer le consommateur. Aujourd'hui, en tant que promoteur, voilà, on se dit avec une certaine notoriété, avec notre expérience, avec toutes les expériences et les histoires passées dans ce secteur-là, on a ce devoir-là d'éduquer, comme j'ai dit, le consommateur à travers les réseaux sociaux ou à travers le site web. On n'est pas là uniquement présent pour vendre un produit. On ne doit pas communiquer uniquement de manière, on va dire, une communication commerciale, sortir avec une communication promotionnelle, mais aussi on a ce devoir-là de sensibiliser les personnes, en fait, tout ce qui concerne le secteur, de leur faire connaître leurs droits, de les aviser et en fait, même sur tout ce qui est les nouveautés, les informer des nouveautés légales, voilà, devenir une référence de la promotion immobilière et du secteur. Merci beaucoup, Hind. Et c'est Abdelghani, croyez-moi qu'on travaille d'arrache-pied tous les jours pour continuer à vous accompagner. Alors, Mehdi, je te laisse à ton tour le mot de la fin. Oui, alors, la majorité des choses ont été très clairement décrites, en tout cas par nos amis. Maintenant, moi, ce que je voudrais ajouter très brièvement, c'est que le digital est accessible et très facilement, en tout cas par tout le monde. Et aujourd'hui, il suffit d'aller démarrer sur une des plateformes sa publicité. Mais par contre, mon conseil, c'est qu'il ne faut pas y aller sans être préparé, parce que, c'est Mélissa l'a dit, c'est un jargon, c'est des techniques qui évoluent très rapidement aussi. Donc, il faut adopter la bonne démarche, il faut être bien organisé, il faut avoir sa bonne stratégie, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, quel objectif on cherche à atteindre. Et en termes de communication, c'est Abdelghani l'a précisé, il faut être transparent. Il ne faut pas cacher de l'information, il faut regagner la confiance. Le digital, il ne faut pas le voir comme un canal qui cherche là où on contrôle ce qu'on dit. Au contraire, on peut tout dire sur le digital et être transparent. Et c'est un canal qui génère de la proximité et de l'engagement. Donc, à partir du moment où on sort, où une marque ou un promoteur sort et communique sur les réseaux, il est en face de ses potentiels clients.
en tout cas, qui sont là, qui sont présents, qui peuvent interagir avec eux. Et par conséquent, ce lien de proximité qui a été bien déroulé, en tout cas, ou l'a bien renforcé par Badri Iskan ou là par Chabi aussi, lors de la période du confinement, même après, donc, notamment sur les réseaux également. Et par conséquent, il faut continuer à préserver ce lien avec son audience et jouer la carte de la transparence. Et les deux derniers points ici, Badr, c'est que moi, à mon sens, le digital, il faut être accompagné pour bien faire les choses. Il ne faut pas se précipiter, il faut que ça soit réfléchi. Donc, l'accompagnement aujourd'hui est nécessaire parce que ça permet d'avoir un partage de connaissances, un partage d'expertise avec un recul que nous avons parce que ça fait plusieurs années qu'on opère là-dessus et certaines agences aussi l'ont. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter, en tout cas, à se faire accompagner sur ça. Et le dernier point pour clôturer, Badr, c'est que le digital présente en tout cas un avantage énorme, qui est le pilotage, tout est mesurable sur le digital. On peut savoir exactement à quelle personne rentre où et combien de temps. Donc, on en profite. Et il faudrait aussi que l'annonceur ou que le promoteur en profite également pour établir un bon plan de pilotage, des dashboards assez précis. Donc, le digital se pilote. Le digital, il ne faut pas y aller sans pour autant mettre en place ces chiffres, ces objectifs chiffrés et en tout cas ces objectifs d'étape. Et donc, il faut absolument bien piloter le digital de bout en bout à partir du moment où on met en place les campagnes jusqu'au moment où on fait et on enregistre des ventes. En tout cas, avec ce qu'on fait aujourd'hui avec nos partenaires sur les tunnels de transfo qu'on adopte. Merci Mehdi. On va passer aux questions. Donc, s'il y en a. Alors, il y a M. Mohsin Brada, donc ce n'est pas une question, c'est une remarque qui mentionne que malheureusement, malgré que l'offre soit diversifiée, la demande reste en dessous des tendances habituelles et on assiste à un phénomène de tourisme immobilier, puisque les visites n'aboutissent en ce moment qu'à très peu de concrétisation. Alors, je ne sais pas, Amine, est-ce que tu observes ce genre de choses au niveau de vos projets? Bien sûr, ça existe chez tout le monde. Mais si je peux répondre brièvement à M. Bradin, je pense que le grand nombre de visites dans les bureaux de vente qui n'aboutissent pas à des concrétisations, nous, on le constate souvent, mais récemment, très rarement, c'est toujours dû à la mal-information de ce prospect via le digital. Donc, si la campagne a été claire, si elle a été complète, je ne pense pas qu'il prendrait la peine de se déplacer et de ne faire aucune offre, de sortir sans rien, enfin, en mode touriste. OK. Alors, Sibrada apporte aussi un autre point, c'est celui des banques. Donc, il mentionne que si les banques continuent leur publicité mensongère relative aux facilités d'accès au financement, en ne prenant pas plus de risques, alors que le bien objet de la demande de prêt est hypothéqué, le secteur risque de continuer à boiter pendant un certain temps. Donc, il faut que les banques continuent contribuent à la relance du secteur et qu'ils arrêtent de nous sortir, comme à l'accoutumée, le problème du manque de liquidité. Alors, Simrinissi, je ne sais pas si tu peux répondre à cette remarque. Oui. Alors, je vais quand même nuancer parce qu'à la décharge des banques, il faut quand même reconnaître que depuis 8 mois, ils sont sur sollicités et qu'il n'y a pas que l'immobilier au Maroc. Il y a d'autres pans de l'économie. Il y a le tourisme, par exemple, dont il a parlé. Il y a l'artisanat, il y a l'aérien. Et tous ces secteurs sont impactés. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, ils ont distribué des milliards de dirhams. Bon, bien sûr, il y a la caisse de garantie derrière qui back ça à 90 ou 95%. Donc, c'est garanti par l'État. Mais quand même, aujourd'hui, les banques ont ouvert les vannes. Il y a Daman Relance, il y a Daman Oxygène, etc. Bon, on peut quand même comprendre qu'ils soient dans une période risquée, d'être quand même attentifs à l'épargne qu'ils ont. Et que c'est un argent qu'ils vont prêter, ils ont un minimum de besoin d'avoir une visibilité quant à son retour. Donc, ils sont peut-être plus regardants.
c'est leur métier, mais je pense que quand même, il y a eu des efforts sur notamment les taux d'intérêt. Moi, j'ai vu des taux d'intérêt à 3,75 par exemple, en variable. C'est déjà pas mal. On était à 5 il y a peut-être 8-9 mois, 4,5, 5. Bon, tout ça, je vous le dis, dans un contexte très, très, très tendu, où il y a une contraction des liquidités, etc. Donc, bon, aujourd'hui, c'est un peu facile de jeter la pierre aux banquiers. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait le dos rond et les banques aussi. Donc, bon, on aimerait bien que les banques accordent des crédits au bout de 5 jours, d'une semaine, à des taux, etc. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les liquidités sont en baisse, il y a une contraction de la trésorerie de l'État, etc. Bon, il faut composer avec tout ça. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que l'immobilier, il y a d'autres secteurs qui sont elles aussi en demande de liquidité, de financement, etc. Donc, il faut un petit peu tempérer. Merci beaucoup. Je pense que nous avons couvert ensemble des questions. Eh bien, il ne me reste plus à vous dire malheureusement au revoir et à vous remercier encore une fois pour votre présence. Déjà, l'ensemble des panélistes, Siyassa, Madame Zeker, Monsieur Sehel, Monsieur Mernissi et bien sûr notre média de l'ONI. Je remercie également toutes les personnes qui étaient présentes. Il faut savoir qu'on était près de 90 personnes connectées durant ce webinaire. Comme mentionné au début du webinaire, donc ce sera partagé bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre page Facebook et puis également sur notre page LinkedIn. Le rôle du digital dans l'écosystème immobilier, donc je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un catalyseur d'opportunités pour aller chercher plus de business et puis également assainir certaines dimensions stratégiques telles que la confiance avec le consommateur et la promotion en tout cas de la qualité de vos produits et du produit immobilier dans son ensemble. Merci encore, je vous souhaite une très très belle soirée et puis à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde et à très Merci bientôt. beaucoup. Très bientôt à tout le monde. Ouais. À bientôt.